Bonsoir à toutes et à tous. Et puis d'abord, bonne année, quand même. On a encore jusqu'à la fin du mois. Alors, vous dire que c'est évidemment avec une certaine émotion que je me retrouve dans cette salle, dans ce lycée, dans ces murs. Et je voudrais juste, pour que vous mesuriez cette situation, vous dire que j'ai passé 28 ans de ma vie au lycée Henri IV. J'y suis rentré en 52, en 11e, à l'époque c'est comme ça que ça s'appelait, et j'ai été jusqu'au baccalauréat, je crois que c'est 13 ans d'études, ce qui fait toujours penser que j'ai redoublé. Oui, j'ai redoublé. J'ai redoublé ma 8e, parce que à l'époque, je ne pouvais pas passer l'examen de passage pour entrer en 6e, car j'avais 2 ans d'avance. Donc j'en ai perdu un. Et puis parce que la vie est belle, quand on est en classe de seconde, je pense qu'il n'y a pas des classes de seconde, là ça va, donc j'ai quand même pris le temps de vivre, donc j'ai redoublé aussi ma seconde. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu. Et pourquoi 28 ans, puisqu'il faut en ajouter 15, j'ai effectivement, comme il était dit, j'ai quasiment pas fait tous les métiers dans cette maison, mais quelque part, quand j'y songe, je me dis, mais c'est fou le poids de Henri IV dans ma tête, puisque effectivement, j'ai commencé à 19 ans, ma première feuille de paye, comment on disait ça, maître de demi-pension. Donc c'était un petit job pour gagner des sous. Ensuite, j'ai été surveillant d'externat. Ensuite, j'ai fait fonction. Alors, je crois que j'étais juste au moment où ça s'est appelé conseiller d'éducation. Et puis, il se trouve qu'étant implanté dans cet établissement et connaissant assez bien le proviseur, qui m'avait à la bonne, bon, quand il y a eu un prof qui est décédé l'été 69, il a téléphoné au rectorat, pas la peine de m'envoyer. À l'époque, ça pouvait se faire comme ça. J'ai quelqu'un, je ne sais pas ce qu'il a dit, en tout cas, j'ai quelqu'un sous la main, il sera très bien. Et bingo, j'ai fait une classe de 6e, mais mémorable, parce que j'avais dans cette assemblée de la 6e, Patrick Bruel. Donc vous vous rendez compte, hein? Ceci étant, il en est passé, vous le savez, au lycée Henri IV, et quand j'étais faisant fonction de conseiller d'éducation, il y avait Agnès Jaoui, enfin il y en avait tellement que je ne vais pas les citer. Donc ça, c'est pour dire mais en fait, je dois dire ça comme ça, un amour passionné pour ce lycée, mais passionné. Et à partir de 70 jusqu'en 75, j'ai fait fonction de conseiller principal d'éducation, parce qu'il était malade, celui qui était en poste, et qui était au petit lycée, et s'occupait des pensionnaires. Ce qui veut dire appartement de fonction. Et à 27 ans, j'ai eu la chance, pendant 5 ans, d'avoir un appartement de fonction. J'ai été revoir l'extérieur tout à l'heure en arrivant, pendant 5 ans, ce qui était quand même prodigieux, je dois dire. 210 mètres carrés, donnant sur l'arrière du Panthéon, et je raconte toujours, quand j'ai fait l'école du Louvre, à cette époque, je l'ai fait après, avec quelqu'un avec qui je partageais ma vie, et qui voulait faire l'école du Louvre, je lui ai dit d'accord, on va la faire ensemble, et on projetait les diapos sur le dos du Panthéon pour réviser. C'est très très luxe, je trouve, tout ça. Alors, pour le dire, une licence de lettres modernes, je vais vous dire ça aussi parce que ça donne bien, je pense, le ton de l'individu. En fait, je m'étais mis dans la tête, je veux être pentalicencié. Donc, une licence de lettres modernes, ce qui m'a donné l'occasion d'enseigner. Et après, je recommençais à zéro. Une licence d'histoire pure, puis une licence, toujours en repartant à zéro, histoire de l'art et archéologie, et puis l'école du Louvre, avec une maîtrise en lettres modernes. Et un début de maîtrise que je n'ai pas poussé plus loin en histoire de l'art et d'archéologie. Et ce pentalicencié me pèse encore quand j'y pense, mais je n'ai pas le temps de m'inscrire à la fac. Je rêvais de faire psycho et sociaux parce que je pense que ça faisait un bouquet absolument fabuleux.
Mais ça, je pense que c'est cet établissement quoi, qui m'a mis tout ça dans la tête. Alors, pour terminer sur cette séquence préambule, sachez aussi une chose qui, alors là, je crois qu'on détient le record. Nous sommes une famille nombreuse, ma famille, moins nombreuse aujourd'hui, 12 enfants. Et je suis le petit dernier. J'adore cette situation, je peux faire des bêtises, je suis le petit dernier. Sur les 12 enfants, 11 sont passés au lycée Henri IV et nous totalisons 75 années d'études au lycée Henri IV. C'est quand même incroyable quand j'y réfléchis. Voilà, donc en 80, le mandat, on va dire, de conseiller principal d'éducation en substitut de celui qui était malade et avec cet appartement à la clé a pris fin et je suis allé ailleurs, habité ailleurs et j'ai continué dans l'éducation nationale. J'ai continué dans l'éducation nationale jusqu'en 92. Mais en même temps, et là je vais l'expliquer, en même temps j'entamais pas mal d'activités dans le monde de l'art. Et à un moment, c'était tellement dense que je me suis dit, mais vive la liberté et l'indépendance, je vais prendre une année sabbatique, 2 années, et je vais voir si c'est possible de ne vivre que de ce monde de l'art. La presse, les conférences, des expositions, des écrits, et j'ai vérifié que oui. Et quand l'éducation nationale est venue me rattraper par le col en 92 en me disant « il faut que vous reveniez », je leur ai dit « écoutez, donnez-moi un poste quelque part, si ça existe, où on enseigne l'histoire de l'art, ça ferait du bien, je pense, à tout le monde. » Mais ça n'existe pas, ou ça n'existait pas, je ne sais même plus aujourd'hui, mais je crois que non. Et donc, j'ai donné ma démission de la fonction publique. Et je suis devenu un électron libre. Et je suis devenu, à plein temps, critique d'art. Alors est-ce un métier? Oui, c'est un métier. C'est un métier d'autant plus, dans les temps qui sont les nôtres, qu'il y a énormément de choses, vous le savez, qui se sont passées depuis l'arrivée d'un certain Jack Lang à la culture et ce que ça a entraîné de professionnalisation du milieu de l'art. Antérieurement, ce n'était pas vraiment un métier. C'était un écrivain qui faisait un texte de catalogue, ça peut se trouver encore. C'était un universitaire qui accompagnait un artiste, mais c'était complètement informel, je cherchais le mot. Aujourd'hui, non seulement c'est complètement structuré, c'est qu'il y a des enseignements en fac qui s'appellent métiers d'art et où vous avez des filières différentes selon ce que vous voulez faire, surtout la médiation ou alors la critique d'art ou alors autre chose. Et d'ailleurs, dans cette qualité-là et en doublon, j'aime bien le feuilleter, j'ai été, en même temps que j'étais à l'Éducation nationale et que je n'y étais plus, j'ai été 33 ans prof dans une école privée destinée justement à former des étudiants au sortir du bac. Ça s'appelle l'ICAR, l'Institut supérieur des carrières artistiques. Et pendant 33 ans, j'ai donné des cours. C'est pour ça qu'entre toutes les petites choses à faire, enfin les choses à faire, je n'avais pas de problème matériel, de problème financier. Je dirais même que je gagnais mieux ma vie comme prof, ça c'est clair. Alors, question, d'où vient cette passion? Parce que oui, métier, mais moi je dis toujours, vous me débranchez, je meurs. Ça c'est sûr. Je suis complètement dans la passion. Il vient d'un atavisme familial qui n'est pas très léger. Voilà certainement les 2 individus auxquels je dois de faire ce que je fais depuis maintenant 40 ans, 42, 43 ans. Vous avez à gauche le portrait de mon arrière-grand-père par le sang,
Ernest Hochdé, et vous avez évidemment à gauche Claude Monet, qui est, comme j'aime à le dire, mon bel arrière-grand-père. Je vais l'expliquer et je vais vous raconter un peu ce qui m'a conduit à m'investir autant. Et pour ça, je vous fais juste un petit tableau généalogique. Ah oui, vous allez peut-être le voir juste comme ça. Hop. Pour le film, donc vous avez ici Ernest Hochdé et Alice Ringot, qui est mon arrière-grand-mère. Il est négociant en tissu de luxe sur la place parisienne et il a monté, il a fait mousser la boîte de son père jusqu'à devenir fournisseur de la maison impériale et des maisons impériales. Donc, ça va. 1, 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Ici, la 5e, Germaine, c'est ma grand-mère. Vous avez Monet et sa femme Camille Doncieux, vous ne lisez peut-être pas de loin, elle meurt à 32 ans. 2 enfants. Et alors, pour le faire le plus bref possible, parce que ça pourrait durer très longtemps, Ernest Hochdé, passionné d'art, collectionneur, première collection, école de Fontainebleau, Corot-Courbet, et je peux vous dire, ils sont dans le monde entier, les toiles. Alors c'est bien, il a un œil, mais à l'époque, c'est classique d'acheter Corot-Courbet. Il n'invente pas par son regard quelque chose qui va venir. Et le quelque chose qui va venir, c'est évidemment la génération qui est la sienne. Il était né, donc vous le voyez, en 1937. Donc la sienne, c'est celle qui va arriver et qui s'appelle, qu'on va appeler les impressionnistes. Et là, il va craquer. Il va vendre sa collection pour faire de la trésorerie, et il va acheter de manière assez abondante des tableaux de Monet, Pissarro, pas Cézanne, Sisley et d'autres que vous connaissez peut-être, mais pas certains, et qui sont tout aussi intéressants, Stanislas Lépine, Rouard, bon, etc. Enfin, c'est encore des noms connus. Alors, il faut que j'explique la situation quand même assez dramatique qui va arriver. C'est que mon arrière-grand-mère, donc mariée Hochdé en 1863, puis qui devient Madame Monet en 1892, c'est tout simplement que dans la passion qu'il avait de l'art, Ernest, mon aïeul, a demandé à Monet, dont il a été le premier acquéreur au monde de ce tableau. Donc, des fois, on peut pleurer en se disant « Ah oui, c'est dommage, il n'y a pas que celui-là d'ailleurs, mais enfin déjà rien que celui-là, ça va ». Le fameux impression soleil levant. Donc, il était très proche de Monet, il adorait le travail de Monet, et je m'aperçois que je n'ai peut-être pas mis dans un bon sens, mais c'est pas grave, une image. Et donc, il a acheté, jusqu'au point de faillite. Tout se casse la figure. 5 et 6 juin 1878, vente judiciaire à Drouot de la collection Hochdé. Judiciaire. Adieu, la femme au perroquet de Manet, Metropolitan Museum. Et vous voyez, il y en a quelques-uns d'autres. Hein. Il y a la plage à Trouville. Adieu, ce tableau qui est à la Gemälde de Berlin, Saint-Germain-l'Auxerrois. Adieu, impression soleil levant. Et là, je fais une petite incise. Il l'avait acheté à la première exposition impressionniste en 1874, dont on va fêter le 150e anniversaire en 2024. Grosse expo à Orsay. Il l'avait acheté 800 francs. Dans cette vente judiciaire,
4 ans plus tard, le tableau part à 210. Donc, c'est une belle leçon, moi j'adore. Parce que voilà, c'est pas un spéculateur, il ne savait pas du tout, on ne savait pas à l'époque que ce tableau allait s'imposer, même si c'était lui qui avait donné le terme d'impressionnisme dans une critique d'un journaliste, critique assez négative de la première exposition impressionniste. Donc si je continue, voilà un autre tableau de Monet, tout aussi beau. Et donc cette faillite, c'est dramatique. C'est dramatique d'autant que mon aïeul, par le sang, Ernest, avait convié Monet dans un château dont disposait la famille, qui venait de sa femme, à Montgeron, le château de Rothenbourg, toujours existant. C'est un site pour la retraite des prêtres du diocèse. Donc c'est dramatique pour lui, parce que tout s'écroule. D'autant que, ayant fait venir Monet, sa femme et ses 2 enfants au château, il va y avoir une aventure entre Monet et mon arrière-grand-mère. Et comme j'aime dire, vive la vie. Mais voilà, Monet est un pionnier en tout. Donc, il va y avoir petit à petit un effet de distanciation entre le couple Hochdé. Mais avant que ça n'éclate complètement, Monet, lui, a une femme qui est très malade. On lui dit d'aller vivre à la campagne. Il va à Véteuil. La famille, il n'y a plus de sous. Il y en a encore un peu. Ils ne sont pas mendiants ni à la misère, mais bon, c'est pas le faste antérieur. Et en fait, comme les 2 familles sont très très copines, toute la famille va s'installer. Alors quand je dis les 2 familles sont très copines, je sous-entends évidemment des relations entre Monet et mon arrière-grand-mère. Il ne faut pas se le cacher. Et c'est à Véteuil, où ils vont s'installer, que la femme de Monet meurt. C'est-à-dire qu'à Véteuil, 1880, en gros, vous avez Monet veuve, 2 enfants, vivent sous le même toit que Alice, 6 enfants, séparés. De plus en plus séparés. Il n'est même pas sûr que Ernest Hochdé ait jamais dormi à Véteuil, ou alors ailleurs. Donc va se constituer une situation qu'on appelle du concubinage entre mon arrière-grand-mère et Alice, et Monet. Et ça va durer assez longtemps puisque ils ne divorcent pas. En revanche, on peut s'interroger, qu'est-ce que fait Ernest Hochdé? Il est passionné d'art. Il a trouvé sa voie. Il va écrire dans des publications. Il va devenir critique d'art. Et un critique d'art bien en place à Paris. Il publie en 1880-81 un petit opus sur les femmes artistes. Attendez, c'est quasiment pionnier, sauf que là, on n'est plus du tout avec le même registre esthétique que l'impressionnisme. C'est plutôt une peinture, qui est effectivement quand même un peu nouvelle, mais pas totalement. Il va créer un ouvrage, une revue, L'Art de la mode, dont il est le rédacteur en chef. Et oui, il était négociant en tissu de luxe, je vous rappelle. Il publie un petit opus qui s'appelle « Impression de mon voyage au salon de 1981 ». C'est-à-dire, un petit texte, il raconte comment il a vu toutes les œuvres qui étaient montrées dans ce salon. Le salon étant la seule, à l'époque, entité pour montrer son travail en tant qu'artiste. Et puis un peu plus tard, donc il va travailler, je vous passe les détails, il va travailler dans le Voltaire, il va travailler, c'est un républicain convaincu, il va travailler dans, là j'ai des trous de mémoire, mais enfin, il a une certaine production abondante, vraiment, et dans des titres divers. Et puis, en 90, il va faire un bouquin qui s'appelle « Brelan de salon », à propos de 3 salons qui sont apparus dans la décennie des années 80. Et puis encore, au tout début 91, il va créer
le magazine français illustré, sorte de Harper's Bazaar, très culturel. Donc vous voyez, cet homme, mon arrière-grand-père, par le sang, était totalement passionné par l'art, la culture, et puis il meurt au mois de mars 91. À l'époque, Monet, ses 2 enfants, Alice, les 6 enfants, se sont installés à Giverny en 1883. Le couple est totalement concubin et en 91, lorsqu'il meurt, Ernest Hochdé, eh bien, il y a une des filles d'Alice qui veut se marier et donc Monet décide de se marier avec Alice. Elle devient Alice Monet. Et toute l'histoire de Giverny, qui est l'histoire sur laquelle je suis particulièrement spécialisé, surtout fait des recherches. Pourquoi? Parce que quand ma grand-mère était encore de ce monde, elle est morte en 68. Ça, c'est une photo. Alors, c'est des documents qui circulent, hein, on me les demande pour des catalogues d'exposition, pour des expositions, etc. C'est une photo qui est merveilleuse d'avoir cette photo. Vous avez Claude Monet, bien sûr, que vous connaissez direct. Hop. Donc Claude Monet, je vais mettre comme ça, donc Claude Monet là-haut, ici Alice, ici Jean Monet, le fils aîné. Ici, Michel Monet, le fils cadet de Monet. Mais en fait, élevé à Giverny, avec les autres. Et les autres, ce sont, donc, dans l'ordre, Marthe, Blanche, Suzanne, Jacques, Germaine, Jean-Pierre. J'adore cette photo parce que c'est presque troublant quand on regarde comment ils sont installés. Je ne l'ai pas dit encore, mais le nommé Jean-Pierre, qui est là, entre Monet et Alice. C'est certainement un fils adultérin de cette époque où ils se sont rencontrés au château. On n'a jamais, il a gardé son nom de Jean-Pierre Hochdé, mais voilà, c'est certainement. Et puis, ce qui est intéressant, est-ce que non, là, ma flèche ne fonctionne pas, juste. Là, vous avez Blanche, et ici, Jean. Blanche, fille de Alice, Jean, fille de Monet. Et ils vont se marier. Ça s'appelle une famille recomposée. Je vous l'ai dit, Monet est un pionnier. Et je ne vous parlerai pas de la bouffe, pardonnez-moi, de la voiture et de tout ce qui fait que Monet est vraiment incroyable. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque ma grand-mère s'allait avec le chapeau blanc, c'est pour ça qu'elle doit avoir 13 ans, elle est née en 73, donc je date cette photo de 86, à peu près. Ma grand-mère, morte en 68, j'avais quand même 22 ans à l'époque, nous étions généralement chargés, nous les derniers de la famille, je vous l'ai dit, on était 12, d'aller le week-end garder la grand-mère. Parce que la domestique qui était toujours avec ma grand-mère, prenait son week-end. Donc c'était un peu un pinsomme. On aime bien sa grand-mère, mais bon, on préfère aller au cinéma avec les copains et les copines, quand on a 14 ans. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors moi, je n'arrive même pas à essayer de comprendre, mais voilà. J'ai irrésistiblement un goût très fort pour les archives. J'étais très passionné par cette histoire, déjà, de la famille, sans la connaître vraiment. Même s'il y a des bouquins, mais il y a tellement d'erreurs dans les livres, moins maintenant. Et qu'est-ce que je passais, comment je passais mon week-end? Eh bien, je fouillais la maison. Et je montrais à ma grand-mère le soir, le samedi, quand on dînait, je lui disais, tiens, regarde, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que c'est? Elle m'en parlait, et surtout, elle me disait, tu gardes.
et j'ai constitué des archives qui sont relativement importantes par rapport, évidemment, à la biographie de Giverny. Par exemple, cette lettre. Mais par exemple, des lettres de Monet. Ici, une lettre de Monet à ma grand-mère, qui date de 1900, et qui est de Londres, où Monet aimait beaucoup aller. Monet aimait beaucoup Londres. Il a fait une série de tableaux tout à fait intéressante. Et ici, une lettre de de mon arrière-grand-mère, donc d'Alice. D'ailleurs, oui, j'ai marqué Monet, j'ai le droit, puisque c'est 97 la lettre, donc elle était mariée depuis 5 ans. C'est bien ça, Alice Monet à Germaine Hochdé. Donc, je vous montre là que 2 éléments épistolaires. Mais, en fait, des lettres d'Alice, j'ai jamais compté. Je pense que j'en ai plusieurs centaines. Et ce qui est intéressant, pour un historien que je suis, puisque je vous ai dit que j'avais fait de l'histoire pure, c'est évidemment tout ce qu'on peut sortir d'éléments qui permettent de comprendre la vie quotidienne de Monet à Giverny. Et puis alors des photos, et alors des petits bijoux. Regardez par exemple cette photo, dans son jus, j'ai fait exprès de ne pas vous projeter une image argentique refaite à partir du cliché original. Je sais même que l'écriture Giverny, c'est mon grand-père, je connais l'écriture. Mais ça, c'est une très belle image. C'est Monet qui est au milieu de ce qu'on appelle le grand atelier des nymphéas, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'orangerie, au moment où il le construit, c'est-à-dire en pleine guerre, 1915, printemps 1915. Et moi, j'adore cette image, parce qu'après, j'ai heureusement trouvé aussi celle-ci. Ça y est, j'ai bossé, l'œuvre est faite. Et ce que vous avez là, c'est ce qui est à l'orangerie. Juste, j'en profite, afin que des malentendus ne continuent pas. L'œuvre qui est à l'orangerie, c'est un cadeau de Monet à la France. Ce cadeau, il a commencé le lendemain de l'armistice, le 12 novembre. Il y a une lettre de Monet à Clémenceau, le père la Victoire, qui vient de gagner la guerre, et il lui dit « Je veux participer à la victoire et j'offre à la France 2 panneaux de nymphéas. » Cette œuvre, Monet, c'est son travail. C'est même pas un travail avec une perspective de le vendre. C'est son grand œuvre, comme on dit. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc il dit qu'il en donne 2. Okay. Clémenceau, qui est le copain de Monet, le copain, va faire tout ce qu'il faut pour que, oui, mais c'est quand même prodigieux, là, tout ce que vous avez fait. Il faudrait peut-être voir à l'installer quelque part si vous aviez la gentillesse d'en faire don. Beaucoup plus important. Et en 1922, il signe l'acte de donation de 19 panneaux qui sont par la suite, mais installés sur les 2 salles en ellipse du musée de l'Orangerie, où je veux croire que vous y êtes tous allés. Et si ça n'est pas le cas, il faut y aller demain matin. C'est ouvert à 10h. Et donc voilà, en fait, les tableaux, Monet ne les a jamais vus à l'Orangerie. Il a travaillé avec l'architecte à leur installation virtuelle, mais il ne voulait pas les quitter. Il faut comprendre. C'est son truc. Il meurt le 5 décembre 26, le 19 mai 27, vous voyez, le temps est très court, 5 mois, hop, inauguration, car tout était prêt. Dans cette documentation, qui, vous le comprendrez, vous le comprenez plutôt, ne cesse de m'avoir nourri en permanence dans une réflexion sur l'art, dans un goût pour l'art. Il y a une photo qui est culte. Il n'est pas impensable que vous l'ayez déjà vue.
C'est une photo, je me souviens l'avoir trouvée, j'avais, 16 ans, dans le grenier, au milieu d'autres affaires. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, mais c'est pas vrai. Il a photographié son ombre à la surface du bassin des nymphéas. Donc, du côté d'un art virtuel, bonjour, Monsieur Monet. Et c'est assurément, et d'ailleurs tout le monde se met d'accord, les spécialistes en photo qui ont travaillé à examiner cette photo, c'est une photo de Monet. Est-ce que c'est la seule? C'est pas sûr. J'ai beaucoup de photos qui représentent le bassin aux nymphéas. Quand je les regarde, de temps en temps, je me dis, mais c'est pas possible. Ça, c'est Monet qui a fait cette photo. Il y a un cadrage, il y a quelque chose de très personnel. Mais c'est pas marqué au dos. Là, c'est pas marqué au dos, mais cette photo, on ne peut pas faire autrement de penser que c'est Monet, d'autant que j'ai une photo, le même jour, où je vois Monet avec un appareil photo dans la main. Alors, toutes ces documentations, ces lettres, je vous ai dit plusieurs centaines, et notamment, je tombe un jour sur des photos de Venise. Venise, c'est un voyage qu'il fait en 1908. Alors évidemment, je me renseigne, je lis ce qu'on a écrit sur Venise, et puis ça ne concordait pas avec ce que j'avais trouvé de lettres. En fait, c'était super, un paquet, 75 lettres, joliment ficelées par ma grand-mère, je pense, marquées sur un petit papier Venise 1908, et ça a été mon premier bouquin, en 1986. Diable, ça va bientôt faire 40 ans. Et de cette manière, si vous voulez, j'étais encore à l'Éducation nationale, je n'étais plus au lycée Henri IV, j'étais sur d'autres établissements. Ça m'a positionné d'une certaine manière dans l'historiographie de Monet. De plus que c'était il y a 40 ans bientôt et que depuis, j'ai multiplié les actes. Par exemple, dans les documents d'archives que j'avais trouvés, je me souviens avoir trouvé ces recettes culinaires marquées Giverny, 18 octobre 86, un cahier de recettes un peu fatigué, mais ça fait rien avec un éditeur. On a publié à la table de Monet, ce qui m'a permis de faire un petit essai sur le rapport à la table chez Monet, et puis évidemment de reproduire en facsimilé le carnet un peu éparpillé, mais on l'a reconstitué. Dans cette qualité-là, alors ça, c'est vrai que c'était une année très chargée, 2010, parce que peut-être vous vous en souvenez, il y a eu cette exposition au Grand Palais. Exposition monographique de Monet, la dernière en date, celle qui est actuellement à la Fondation Louis Vuitton. C'est pas Monet tout seul, même s'il y a beaucoup de Monet, c'est Monet et une artiste américaine, Joan Mitchell. Cette année 2010, donc, j'ai mis un peu l'accélérateur pour sortir un certain nombre de choses, et notamment, j'ai eu cette grande chance de faire un film en tant que réalisateur. J'en avais déjà fait en tant qu'auteur, en tant que co-réalisateur, mais là, c'est vraiment le film réalisé par votre serviteur. Édité par la RMN, on avait remporté le marché pour le Grand Palais, c'est dire qu'il était diffusé 2 fois par jour et qu'on a vendu, je ne sais plus, 7000 DVD, je crois. Même si je n'ai pas trouvé que c'était beaucoup, on m'a bien fait comprendre que c'est énorme. Je reviens un tout petit peu en arrière, parce que tout est intriqué, pour vous montrer ceci. Qu'est-ce que c'est? Galerie 73, Giverny, 7 juillet, 27 août. On est en 73. En 73, je ne sais plus, je dois être dans un autre établissement, je ne suis pas encore ici, puisque je crois que c'est en 75 que j'arrive ici, jusqu'en 80. Mais j'étais sur des mi-temps, donc j'avais eu un mi-temps de je ne sais plus quoi ici, un mi-temps ailleurs. À Giverny, il y a la maison de Monet,
mondialement connue. Et puis à l'autre bout du village, la maison de ma grand-mère, dans laquelle j'ai récupéré toutes ces archives. Et ça me rongeait de créer, entre guillemets, une galerie. J'étais pas galeriste au sens, même si je vendais et que finalement je n'ai pas perdu d'argent, tant mieux. Mais j'ai demandé à ma mère si dans l'un des bâtiments, il y avait 2 bâtiments de la propriété de ma grand-mère, je pouvais virer le bureau de mon grand-père, mais vraiment virer tout, pour faire un white cube, comme on dit, et de faire un lieu d'exposition. Et j'ai créé la Galerie 73, si bien que je prends cette date d'inauguration, le 7 juillet, comme la date clé de célébration de mon activité dans le monde de l'art. Donc ça fera 50 ans le 7 juillet prochain. Et ça a duré jusqu'en 84, avec une césure qui était en 81, car à cette époque, je suis entré actif dans le monde de l'art contemporain, très contemporain, parce que ça me passionnait. Mais ce n'était pas à Giverny que je pouvais montrer ça. Donc, je n'ai fait que 2 expos après, et je suis devenu pleinement, mais encore en travaillant à l'Éducation nationale, critique d'art pour l'événement du jeudi, par exemple. Alors, j'ai mis quelques-uns. Là, ça a duré quand même assez longtemps, 9 ans, à l'événement du jeudi. Toutes les semaines, j'avais un papier dedans. Là, c'est un exemple. Vous aviez l'Œil, la revue L'Œil. Alors, la revue L'Œil, c'est irrésistiblement celle avec laquelle j'ai une complicité un peu comme avec ce lycée, même plus, pourrait-on dire, puisque j'ai commencé en 86 et je suis resté jusque 2017, donc 14 et 17, 31 ans, tous les mois, à la revue L'Œil, où j'ai littéralement apporté dans cette revue qui était classique la mesure contemporaine. Et vous voyez par exemple ici, j'ai choisi Pierre Soulages, que j'ai bien connu évidemment, et voilà, qui a fait la couverture lors de son exposition, je ne sais plus quelle année c'est, peu importe, à Beaubourg. On est venu me chercher le journal La Croix pour me demander si ça m'intéressait de devenir le monsieur art du journal La Croix, en pigiste, hein, toujours. Moi qui ne suis pas vraiment croyant, mais c'était génial. Et j'ai duré 7 ans. 7 ans, on a fait un travail de fou avec le journal La Croix, c'était super. J'ai un souvenir magnifique. Donc vous voyez, beaucoup de presse. Beaucoup de presse. Et puis de temps en temps, un bouquin. Un bouquin qui m'intéressait, c'était de rassembler en collaboration avec un photographe 40 artistes des années 80. Les années 80, c'est les années langues, les années du changement culturel. La création beaucoup de musées n'avaient rien en art contemporain. Aucune. Ils ont tous, presque tous, je dirais, à ce moment-là, consacré un département art contemporain. On a créé les centres d'art contemporain, une 40aine aujourd'hui. On a créé les FRAC, fonds régionaux d'art contemporain. Il y en a un par région. C'est-à-dire que moi qui ai connu la scène artistique dans les années, allez, on va dire 65, 80, c'était le désert quand vous alliez en France. Et à partir de 80, il y a eu... ça a été inondé. Donc je voulais faire un livre comme ça, avec ce photographe que j'ai perdu de vue aujourd'hui, mais peu importe, 40 artistes des années 80, parce que j'aime bien le regarder, savoir s'ils sont encore là, ou si je me suis trompé. Et en fait, j'ai eu l'occasion de le regarder à nouveau, et voilà, ça c'est Gérard Garouste, qui vient d'avoir une très grosse exposition à Beaubourg, qui est un très grand artiste contemporain français. Dans cette période, j'ai énormément circulé. Parce que quand, au début des années 80, j'ai été happé dans le contexte associatif, j'avais envie d'être présent, et puis j'étais vraiment boulimique, stakhanoviste, on peut le dire. J'allais partout. J'avais un besoin.
qui m'a permis, en 1998, de publier le premier guide des lieux de l'art contemporain en France. Style guide du routard, si vous voulez. 333 entrées, j'en connaissais 300. C'est-à-dire que ce n'est pas un truc que j'ai fait en téléphonant, vous faites quoi dans votre centre d'art? Et puis, d'autres collaborations avec d'autres titres, comme cette revue, où je collabore depuis 2002, et où je fais deux choses. C'est une chronique, comme il me plaît. Et là, j'avais découvert le couvent de la Tourette, qui est un site absolument génial de Le Corbusier, dans le nord de Lyon, qu'il faut aller voir, c'est tombé par terre. Ou bien alors, je fais un entretien avec des artistes. Puis petit à petit, j'ai développé aussi, parallèlement à l'écriture, pas mal le travail de commissaire d'expo, qui est un complément en termes de critique d'art. Mais je l'ai développé parce qu'aussi on m'a sollicité. Par exemple, j'étais responsable en 2003, 5, 7 et 9 d'une biennale en Alsace, la biennale de Célestat, et comme j'étais très proche d'Agnès Varda, que vous apercevez à l'écran, j'ai fait délibérément la biennale intitulée Vitalité vidéo, parce que Agnès, qui est une femme absolument géniale, qui m'a beaucoup appris de choses, évidemment sur le cinéma, dont je suis absolument friand, et je rigolais tout à l'heure en sortant, j'ai vu marqué Ciné-Club H4, alors là, au petit lycée, je peux vous dire, la salle qui est au fond là-bas, où il y avait le surgeon général, là je parle des années 50, fin 50 on va dire, il avait créé un ciné-club. Donc voilà, ça c'est une pièce de Varda qui ne manque pas de peps, avec une projection vidéo sur le matelas pneumatique. Et puis, ici, vous avez une exposition très importante, pour moi en tout cas bien sûr, parce que la ville de Thonon-les-Bains est venue me chercher pour éventuellement m'intéresser à développer une programmation artistique. J'ai répondu, je suis venu voir, j'ai trouvé le lieu intéressant, même s'il y avait pas mal de petites choses qui me plaisaient pas, mais ça c'est très spécial, très professionnel on va dire. Mais bon, et j'ai fait la première expo, je l'ai faite avec un artiste islandais qui a 91 ans cette année, 92 ans cette année, qui s'appelle Hero, qui est un peu une figure un peu de Warhol, si vous voulez, contemporain, qui fait des collages, et après ces collages, il les transforme en peinture, et c'est toute la rubrique de la bande dessinée. Donc j'engage en 2008 une collaboration avec ce lieu, Thonon-les-Bains, la chapelle de la Visitation. Comme vous allez le voir, mais je vous le dis déjà, j'en suis à ma 60e expo à Thonon-les-Bains. Je vais la monter la semaine prochaine. Et pour le dire, parce que ça vous donne le volume, cette 60e expo à Thonon, ce sera ma 212e exposition de toute ma traversée. Ne m'intéressant pas simplement à des propositions qui sont très contemporaines, même par un monsieur d'un âge respectable, je m'intéresse aussi à ma grand-tante Blanche. Et ça, je m'y suis intéressé très tôt. Quand je devais avoir 20 ans, que je commençais à regarder Blanche en me disant, tiens, c'est pas... Enfin, voilà. C'est quelqu'un qui a une œuvre peu nombreuse. Aujourd'hui, j'en suis à peu près à 300 numéros. Et en 2010, en Normandie, ils ont créé le Festival Normandie Impressionniste. Et je travaillais à l'époque avec le musée de Louviers, et donc il m'a demandé, t'as pas un sujet à faire? Et je lui ai dit, si, on va faire une exposition de Blanche Hochdé, Monet. D'autant plus que c'est assez facile, il y a encore pas mal d'œuvres dans la famille. Je suis en ce moment pour parler avec une conservatrice du musée Museum of Art de Saint-Louis en Virginie. Ils vont faire une exposition de Blanche, ce sera la première à l'étranger. C'est une œuvre
peu nombreuse et qui n'a jamais connu d'heure de gloire parce que ce n'était pas son truc. Elle adorait la peinture, mais elle n'en faisait pas carrière. Et moi, je me suis intéressé à elle pour compiler le maximum d'éléments, et je suis aujourd'hui l'expert international de Blanche de Monet. C'est une... Alors vous l'avez déjà mesuré évidemment, ma manière d'être critique d'art, c'est d'être très éclectique au niveau des choix, mais avec des choix quand même très cadrés, et très intéressé à tantôt écrire, faire un film, une conférence, des articles, etc. Ça c'est... ou être consulting, là il y a quelqu'un à Zurich qui vient de me contacter. Bon. Donc voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et là j'ai fait cette exposition, donc, de Blanche-Genet à Louviers, où j'ai fait de l'art contemporain et de l'art impressionniste, puisque à chaque festival normandie impressionniste, jusqu'en 2020, c'était moi le commissaire d'expo. Maintenant, il se trouve que je suis le commissaire général du festival normandie impressionniste. Donc je ne suis pas en mesure de faire des expos, mais je suis là un peu pour essayer de mettre en relation tout ce qu'on peut. J'ai tout à l'heure cité le nom de cette américaine qui s'appelle Joan Mitchell, qui est chez Vuitton en ce moment, et je vous encourage. Et c'est là mon immense bonheur, c'est que c'est quelqu'un que j'ai très bien connu. Alors il m'arrive toujours de dire que je n'ai pas connu Monet, pas plus que Rodin, ce que j'adore, mais j'ai connu Mitchell. Avec cette façon de le dire, que Mitchell est aussi importante que Monet. Ça, c'est la posture prospective du critique d'art. Donc voilà, j'ai très bien connu Joan, elle est morte en 92, et par une chance folle, le directeur du musée des Beaux-Arts de Caen, partant à la retraite, m'a tendu une perche et m'a dit « Tu ne veux pas faire une exposition plutôt art contemporain dans le musée, qui est un très beau musée ?» Alors je ne suis pas un homme de musée. Et je lui dis ça je veux bien. Alors comme tu as 2 grands tableaux de Joan Mitchell, je vais faire l'expo autour de Joan Mitchell. Parce que j'avais envie de rendre reconnaissance de dette à Joan Mitchell ce que Joan Mitchell m'avait appris. Et j'ai choisi cette image qui illustre bien les rapports plastiques qui peut exister entre le tableau qui est à gauche de Monet et le tableau au fond qui est de Mitchell, dans la gestualité. Il y a un autre artiste qui est très important, mais qui malheureusement vient de nous quitter, et qui s'appelle toujours Jacques Villeglé. Il est décédé à 96 ans au mois de juin. C'est un des artistes de ce que l'on appelle le nouveau réalisme, et qui a eu l'avantage, en 2012 je crois, d'avoir une exposition personnelle au 5e étage de Beaubourg sur tout le plateau. Énorme. C'est un travail particulier là encore, même si ça date de 70 ans déjà cette particularité. C'est qu'en fait, Jacques Villeglé était un individu qui avait constaté que pourquoi faire une image de plus ? Donc, alors que la ville, à travers les affiches, nous offre quasiment des tableaux. D'autant que, et on l'observe dans le métro comme ailleurs, il s'est intéressé aux affiches lacérées, donc qui ont connu des enlèvements, et il a fait une œuvre incroyable qui parcourt donc 60 ans
et qui, en fait, est comme une espèce de l'érigeur de la ville, et notamment, surtout à Paris. Et puis, il a créé un alphabet sociopolitique. À la découverte en 69, au moment de l'avenue de Nixon à Paris, de graffitis sur les murs qui lui ont donné cette idée. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que avec lui, il n'y a pas très longtemps, hein, c'était en 18, donc il avait 92. Je ne travaille pas qu'avec des artistes de 90 ans et plus. Hein. Mais lui, c'est un immense personnage. J'ai fait ce qu'on appelle un mapping à Épinal. Épinal, les images. Il y a une fête chaque année qui s'appelle la fête de l'image. La ville d'Épinal est venue vers moi. Vous connaissez très bien Vilglé. On aimerait beaucoup faire quelque chose avec lui. Je les rencontre, on se met d'accord, parce que dans la fête de l'image à Épinal au mois de juin, il y a chaque fois ce qu'on appelle un mapping, c'est-à-dire une projection sur 200 mètres le long de... Qu'est-ce qui coule là? Zut, j'ai un trou. C'est la Meuse? Peut-être. Je ne sais plus. Donc c'est un événement spectaculaire extérieur. Voilà ce que ça donnait. Et c'était, alors il n'est pas animé là. Et ça durait 20 minutes. J'avais fait un texte qui accompagnait cette prestation, cette exposition dite mapping. Et voilà, vous voyez, le mot star, par exemple, qui est au milieu avec le S qui est le dollar, le T qui est le taux de la croix, etc. etc. Donc, vous l'avez, je suppose, bien entendu, et je ne l'ai peut-être pas encore décliné, mais dans l'activité que je mène, j'ai un faible absolu pour la forme de l'entretien. C'est, il me semble, quelque chose qui est très important parce que, alors je suis sûr que j'ai été piocher ça très loin dans mon expérience des lettres familiales, parce que on apprend, et puis la parole de l'artiste, pour moi, elle est fondamentale. Et dans toutes les revues qu'on a vues tout à l'heure, que ce soit la revue L'Œil ou les autres, j'ai le plus souvent fait non seulement des comptes rendus d'expo, mais j'ai fait aussi des entretiens. Puis un jour, il y a un éditeur qui est venu me demander, tiens, on aimerait bien faire un truc avec toi, qu'est-ce que tu aurais comme idée? J'ai dit, ça tombe bien, je rêve de faire une petite compilation de entretiens que j'ai fait entre finalement ça s'est trouvé entre 1983 et 2018, donc sur 35 ans. Donc j'ai été dans mon ordinateur, j'ai vu qu'il y avait 362 entretiens, heureusement on sauvegarde tout ça aujourd'hui, et j'en ai choisi 60, comme me disant, j'espère qu'il y aura un deuxième tome, troisième tome, parce que sur 360, il y en a bien au moins 120, voire 180 qui sont intéressants. C'est pas toujours gagné, hein. Je ne sais pas si vous voyez les noms, peut-être pas, sans que je les regarde, parce que je sais à peu près qui il y a. C'est très très ouvert, c'est mon éclectisme. Par exemple, la première personne nommée, c'est Agnès B. Agnès B, très grande collectionneuse d'art contemporain. Elle a créé une fondation dans le 13e arrondissement. Vous avez Beyeler, Ernst Beyeler, Bâle, la fondation Beyeler. Immense personnage qui m'a beaucoup prêté d'écoute et avec lequel j'ai fait un film d'entretien. C'est la fondation Beyeler à Bâle, il faut absolument aller voir, c'est Renzo Piano l'architecte, magnifique. Je ne vais pas les faire tous. Je vois par exemple qu'il y a Yves Bonnefoy le philosophe, qu'il y a Daniel Buren que l'on ne présente plus, qu'il y a... le souvenir. À chaque fois je pense à elle. Jacqueline de Remilly. Je vais faire juste une petite incise là, parce que ça donne bien le ton du métier de critique d'art.
à la revue L'Œil, on me dit, tiens, il y a Jacqueline de Romilly qui sort un bouquin sur Alcibiade. D'accord. Est-ce que ça t'intéresserait? On voudrait faire quelque chose. Ben, je dis oui, mais je ne suis pas spécialiste d'Alcibiade. Enfin, de je n'ai pas besoin d'être spécialiste. C'est pour un entretien. Il suffit que je travaille et puis que... Alors, cette femme, ancienne membre de l'Académie des Beaux-Arts, non pas des Beaux-Arts, de l'Académie française, Jacqueline de Romilly. Je l'ai toujours qualifiée de maman confiture. Tellement elle était douce, gentille, et que vous aviez en face de vous, moi qui suis, mais vraiment rien du tout, un puits de science sur la Grèce antique. Mais un puits de science. Je me suis dit, moi j'y allais, mais en tremblant, hein, quelque part, je peux vous assurer. J'avais travaillé. Imaginez sa thèse, la douceur dans la pensée grecque. Mais voilà, c'est des gens qui sont charismatiques. Vous passez 3 heures avec eux, ils vous emmènent sur les nuages. C'est extraordinaire. Ah là là, le souvenir de Jacqueline de Romilly. Et encore tellement d'autres. Par exemple, Paul Virilio, très important philosophe et esthéticien. Ah, un que j'aime beaucoup, j'ai pensé à lui en arrivant parce que j'ai fait exprès de descendre à, non pas à Maubert Mutualité, qui était la station où je descendais tout le temps. Quand je venais, nous on était dans le 7e arrondissement, mais je suis descendu exprès à Cardinal Lemoine parce que je voulais passer pour la mémoire, comme ça, devant l'arrière du Collège de France. Enfin, et là je pense à lui, par exemple, qui est dans ce bouquin, Georges Duby. Oh là là, mais attendez, c'est tellement fantastique de rencontrer des gens de cette hauteur de pensée. Et quand je dis Georges Duby et que je pense à Soulages, je me souviens d'un déjeuner chez Soulages, avec Duby. Et là, je peux vous dire, des fois, je me pince. Je me dis, mais quelle chance j'ai. Quelle chance. Je n'ai pas connu Monet, mais au moins, j'en ai vu quelques-uns. Donc voilà, ce livre, je suis un peu furieux à l'égard de l'éditeur. La page 4 de couverture, il y a un CV, c'est pas le mien. Je ne sais pas comment il a fait, mais bon, je m'en fiche, mais je trouve que c'est nul. En tout cas, voilà, c'est une sorte de compilation d'entretiens que j'ai eu l'occasion de faire avec des grandes figures. Il y a un musée, évidemment, qui m'est cher, c'est le musée Marmottan. Puisque le musée Marmottan, c'est celui qui a eu la chance de recevoir en legs, en 1957, le tenant d'un propriétaire qui n'avait pas spécialement une collection impressionniste, mais plutôt Premier Empire, le fameux tableau Impression Soleil Levant. Mais jusque pendant 2 décennies, il était le seul quasiment tableau. Et puis quand le fils cadet de Monet est décédé en 1966, Michel Monet, celui qui était assis en bas, il a légué la propriété de Giverny à l'Académie des Beaux-Arts. Nous, famille, nous, on n'a rien, on n'est pas les héritiers de Monet. Hein. Comme je le disais une fois en 2010 à Yves Calvi, à Europe 1, mon héritage est ailleurs. Et c'est beaucoup mieux, je crois. En tout cas, Marmottan a récupéré, comme vous le savez, énormément de tableaux qui étaient le fonds qui appartenait à Monet et les tableaux qu'il avait laissés. Le musée maintenant s'appelle Marmottan-Monet. Et depuis quelque temps, 3, 4 ans, 5 ans, même pas, ils ont ouvert une petite cellule contemporaine où ils font des expositions avec des artistes contemporains, plus ou moins âgés. Hein. Et le musée m'a demandé de m'occuper d'une exposition avec un ami qui s'appelle Jean-Pierre Reynaud. Vous avez tous vu sur la place devant Beaubourg, sur une colonne en marbre blanc, un énorme pot doré qui est resté pendant 25 ans devant Beaubourg. C'est l'œuvre de Jean-Pierre Reynaud, qui est un très grand artiste contemporain. Alors évidemment, là, c'est radical, hein, je vous signale.
le propos de cette expo est calé sur le tempo de dialogue inattendu. On demande à l'artiste invité de travailler ou de choisir plutôt une œuvre de la collection du musée. Pas seulement impressionniste, parce qu'ils ont pas mal de choses. Et de faire une réplique, un écho à ce choix. C'est un petit espace, 80 mètres carrés, pas plus. Jean-Pierre Reynaud a choisi ce tableau, que vous avez vu tout à l'heure à Caen, que j'avais emprunté au musée Marmottan quand j'ai fait l'exposition de John Mitchell. Magnifique tableau, qui est un tableau inachevé. Il est aujourd'hui chez Vuitton, dans une rotonde, face à un Mitchell. Et décadré, car ils ont pris le parti de décadrer tous les tableaux de Monet pour qu'on puisse ne pas être prisonnier, je dirais, dans le regard du cadre. C'est très intéressant d'ailleurs. Tableau qui est incroyable. Incroyable parce que c'est que de la peinture. À la limite, évidemment, puisqu'on sait que c'est Monet, on sait que ça représente la surface du bassin, mais enfin, elle est très loin, la surface du bassin. Ça n'est pourtant pas abstrait, puisqu'il a créé le bassin de toutes pièces. Mais c'est un tableau incroyable. Et surtout, Monet, on a presque le sentiment, mais là on ne peut pas l'affirmer, de avoir, notamment en certains endroits, travaillé directement avec le tube sur la toile. C'est presque frais. Donc l'exposition s'appelait Monet-Reynaud, la peinture seule. Alors là, ça rentre en compte de toute une réflexion que je vais dire audacieusement théorique sur l'esthétique picturale. Si je rappelle une phrase très célèbre de Maurice Denis à la fin du XIXe siècle, se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une figure nue ou une quelconque anecdote, est une surface recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées. Capital. C'est un objet, un tableau. Comment il a répliqué? Il a répliqué, Jean-Pierre Reynaud, en faisant appel à un travail qu'il avait développé dès 2010, je crois. Lui, alors, dans une radicalité totale. S'intéressant aux pots de peinture, s'en fournissant, qui sont totalement nus, et ne recouvrant de couleur que le couvercle, pour l'accrocher au mur. Et ça donnait ceci en face du tableau de Monet. Et là, je peux vous dire que j'étais tellement content que dans ce musée, on ait fait ça pour finalement... en plus, ils ont un point commun. Reynaud, il n'a jamais fait d'études artistiques, il a fait des études d'horticulture. C'est un passionné d'Asie et je ne sais plus comment on appelle les petits arbres. Enfin voilà, les bonsaïs, merci. Les bonsaïs et les orchidées. Donc voilà, cette exposition. Puis Reynaud, quand on est dans le milieu de l'art contemporain, c'est très très important. Il a fait une carrière internationale, il est encore bon pied, bon oeil, je l'ai croisé récemment, je le vois assez souvent d'ailleurs. Là, je vais vous montrer un certain nombre d'expos. Alors évidemment, on revient toujours à ses amours premiers. En fait, cette expo, c'est les expos qui ont tourné en 2022, donc l'été dernier. En fait, avec le musée de Vernon, j'ai une relation professionnelle de travail, et un jour, ils m'ont dit « T'as pas une idée d'expo ?» Ben, j'ai dit « Si, il y en a une que je rêve de faire, c'est rassembler Monet, Blanche Hochdé Monet, et les Butler. Alors, qu'est-ce que c'est les Butler, ou qui sont-ils plutôt? Les Butler, c'est un peintre américain et son fils, qui, le peintre américain, donc le père, a épousé une des sœurs de ma grand-mère.
donc qui est rentré dans le sein familial et a vécu à Giverny. Parce que vous savez peut-être qu'à Giverny, à partir du moment où Monet s'y est installé en 83, 1800 bien sûr, 86 est arrivée une colonie de jeunes peintres américains qui s'est dit mais si Monet s'est installé là, c'est qu'il y a un potentiel. Et ça a été jusqu'à 50 artistes installés, avec des maisons, des ateliers. Donc voilà, saga familiale, hommage à Yannick Noah quand même, hein, il faut savoir être de son temps. Saga familiale, Monet, Hochdé Monet et les Butler. Et voilà une vue de l'exposition de cette... avec justement, vous avez Butler, Blanche Hochdé, Monet et Jim Butler. On a déjà eu l'occasion de parler de Thonon-les-Bains, mais je voulais vous montrer, et puis vous parler aussi d'autres choses, l'exposition que j'ai faite cet été à Thonon-les-Bains, qui est un lieu qui s'est développé avec le temps. Je vous ai dit que j'ai commencé en 2008, que celle-ci devait être la 58e expo, d'un artiste qui a une présence très, très, très forte. C'est plus un tout jeune, il a 66 ans. Il s'appelle Philippe Cognier et c'est un artiste, et ça c'est pour parler un peu de ce métier, enfin vous me direz je ne fais que ça, c'est un artiste que j'accompagne depuis 82, ben voilà, ça fait 40 ans. Avec Philippe Cognier qui a fait des expositions très nombreuses partout. Alors évidemment l'image ne vous donne pas beaucoup, mais c'est pour simplement parler de lui. Vous allez entendre parler de lui, car ce premier semestre 22, il a une très grosse actualité. Vous allez le trouver d'abord au musée Bourdelle, et si vous ne le connaissez pas, ce musée Bourdelle, il faut y aller. Vous voyez, ça c'est l'auteur du guide des lieux de l'art contemporain, même si Bourdelle est un sculpteur du 19e, mais c'est des lieux à Paris qu'il faut connaître. Puis il va faire une exposition à l'Orangerie des Tuileries. Et puis avec moi, on fait une grosse exposition au musée du Mans, en mai, cette salle d'expo. Voilà, ça c'est quelqu'un avec qui je travaille en permanence depuis ce temps-là. On a fait 10 000 trucs. On a fait de la télé, on a fait de la radio, on a fait des textes de catalogue, des conférences, des entretiens publics. J'ai pas dit ça parce que finalement, c'est une manière de voir comment le critique d'art passionné d'art peut se positionner sans avoir les moyens de mon arrière-grand-père par le sang, tissu de négoce-luc, boutique boulevard du Faubourg Poissonnière, c'est l'immeuble de Marks & Spencer. Il y avait 200 employés dans sa boutique de négoce de tissu de luxe. Je collectionne d'une manière un peu excessive, mais avec mes moyens. C'est-à-dire que je ne peux pas acheter, je ne dépense pas des sommes énormes, mais je collectionne. Parce que ça, je ne peux pas imaginer que je ne le fasse pas. J'accompagne des artistes. D'une part, il y a mon atavisme familial avec toute sa collection, dont il ne savait pas plus que moi si jamais dans ma collection j'ai des trésors. J'ai des John Mitchell par exemple, donc voilà, déjà c'est pas mal. Je ne les ai pas achetés, elle me les a donnés. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire aussi avec Philippe Cognier, c'est la façon, c'est le cas même d'ailleurs de cet artiste. Là nous sommes à Fougères, 35. Et ça fait 3 ans maintenant que la ville de Fougères m'a demandé de réaliser une exposition dans la ville, dans le tissu urbain, parce que le maire est très sensible à l'art et il a entraîné sa municipalité à inviter des artistes l'été et à la suite de cela acheter une œuvre pour la laisser sur place. Il y a beaucoup de situations semblables dans ce bel hexagone. Alors, c'est un site extraordinaire, je ne sais pas si vous connaissez Fougères, c'est le château médiéval le plus important d'Europe. Incroyable le site. C'est agréable de travailler avec le patrimoine.
Voilà, installation de sculpture de Christian Lapie cet été à Fougères. De la même manière, tous les étés, je sévis, j'adore ce mot, je sévis au Sable d'Olonne, avec deux endroits, en fait j'ai deux espaces à occuper, qui sont d'une part ce qu'on appelle la croisée, qui est en fait l'ancien cloître de l'abbaye Sainte-Croix, où se trouve le musée des Sables d'Olonne. Et ailleurs, dans une église désaffectée de l'abbaye Saint-Jean d'Orbestier, sur le territoire des Sables, un peu plus loin, et qui est un lieu que j'adore, inspirant, où j'essaie chaque année de mettre en place des œuvres d'art contemporain, mais qui soient en même temps dans une espèce d'intelligence avec le lieu. L'exposition s'appelait l'Esprit des lieux, d'ailleurs. Et ce travail que je ne vais pas décrire en totalité, parce que là, ce n'est pas le lieu, mais il est fait à partir justement de la voûte de Gives, comme l'explique l'artiste. Alors, on revient encore à Thonon-les-Bains, décidément, je ne sais pas pourquoi, mais enfin c'est vrai que c'est quand même là où j'en ai fait le plus. Donc, avec une figure que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ernest Pignot-Ernest, qui est une figure très 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 populaire et qui fait ce travail absolument étonnant en imprimant en sérigraphie une image soit poétique, soit politique, et il va la coller sur les murs de manière dans la nuit pour qu'on découvre cette figure-là dans la ville. Et l'image la plus célèbre de lui, c'est le Arthur Rimbaud bohème qui est ici reproduite. Et vous voyez, pour donner une autre ton de la chapelle de la Visitation. Je dois vous avouer que cet été était très chargé en commissariat d'expo. Aujourd'hui, mon activité est essentiellement sur ce terrain. La presse, comme on l'a vu, l'Œil, l'événement du jeudi, est portion congrue. C'est parce qu'il y a eu des changements qui s'opèrent. Donc, où je suis tout le temps à faire de l'écriture, c'est pour les textes de catalogue, potentiellement pour un bouquin auquel je participe, ou bien un bouquin que je prépare, par exemple. Ça, je pense que vous le connaissez tous. Au musée de Vence, avec lequel j'ai fait là ma 4e exposition en 3-4 ans, ils m'ont demandé, est-ce que tu es en capacité de faire une exposition du Buffet? Ça tombait, alors on ne peut mieux, parce que j'avais eu des relations avec la fondation du Buffet, et la directrice m'avait dit, si un jour tu as besoin d'œuvres de Dubuffet, il ne faut pas hésiter. Impeccable, j'ai fait cette exposition de Dubuffet, qui n'est pas ma spécialité, mais alors avec un plaisir incroyable. C'est fantastique de pouvoir manipuler. Alors dans ce musée de Vence, à la suite de Dubuffet, que vous découvrez ici, le musée de Vence, petite commune que j'adore, où il y a la chapelle Matisse, vous le savez sans doute. Eh bien, le 17 décembre dernier, j'ai fait une exposition pour célébrer une galerie qui est à Vence et qui existe depuis 75 ans. Le fondateur, en 1947, est évidemment décédé. Le fils a repris en 1975. Il vient de mourir en 1922. Maintenant, c'est la veuve qui s'en occupe. 75 ans. Développement durable, si j'ose dire. Mais c'est génial. Si je compte bien, à ma connaissance, il n'y en a que 3 en France qui ont un peu plus que 75 ans. Essentiellement à Paris. Donc c'est fantastique. Et là, je me fais plaisir à accrocher du Gaston Chessac, qui est au milieu, la pièce verticale faite avec des tissus, une œuvre des années 60. À droite, vous avez un dessin qui reprend une reproduction que vous avez vue dans l'événement du jeudi, d'une artiste femme qui s'appelle Aloïse, fin 19e, début 20e, qui est la figure de proue de l'art brut. Et puisque
la roue tourne. Eh bien, je pars dimanche à Thonon-les-Bains et je monte une exposition d'une jeune artiste, 40 ans, qui s'appelle Claire Chénier, et dont vous apercevez ici le travail, un travail tout en finesse et en brosse, comme ça, en coup de brosse, et qui instruit comme ça une image assez étonnante, qu'on pourrait dire des fois photographique, alors que c'est de la peinture, c'est des jus, que des jus, que des jus. C'est magnifique, très belle exposition. Donc voilà, ça c'est pour la semaine prochaine, le vernissage, le 20 janvier, à Thonon-les-Bains, c'est pas très loin d'ici, bienvenue, 4h30 de train, c'est tout. Dans un train, on peut travailler, dormir, regarder un film, on fait beaucoup de choses. Voilà, un bouquet un peu général de cette activité qui est devenue une véritable profession depuis maintenant 40 ans, avec un moment où c'était mixé avec l'éducation nationale, mais maintenant ça fait 31 ans que je ne fais plus que ça, et que c'est un bonheur fou, puisque évidemment vous imaginez bien que l'âge de la retraite, il y a longtemps que je l'ai dépassé. Mais c'est même pas la question. Je me suis souvent considéré, avec audace peut-être, finalement, un critique d'art, comme moi j'ai défini cette fonction, c'est un peu comme un artiste. Il ne va pas s'arrêter. Moi je m'arrêterai parce que je ne pourrais plus me déplacer, je ne pourrais plus, je ne sais plus, je ne pourrais plus, quoi. Ou on ne voudra plus de moi. Moi j'ai souvent ce que je dis. Le jour où on ne voudra plus de moi, je partirai de Paris et j'irai regarder les montagnes parce que j'aime bien les montagnes. Voilà. À vous. Merci. Donc, dans la profession de critique d'art, il me semble que la découverte de talent est un passage ou un élément qui est très important. Est-ce que, alors là, vous avez cité énormément d'artistes, mais je n'ai pas retenu je dirais 3, 4, une douzaine d'artistes que vous avez découverts, donc vous avez comme peut-être, mais vous terminez sur justement un contre-exemple. Cette jeune artiste que vous allez promouvoir, mais donc que vous avez découvert et dont vous vous êtes dit il faut que je participe à leur montée en notoriété. Je réfute totalement le fait que je découvre un artiste. Je réfute totalement. Je ne découvre pas un artiste. Je le rencontre. Mais il peut sortir de l'école des beaux-arts et me taper dans l'œil et acheter tout de suite une œuvre de lui parce que j'ai envie, et puis par la suite faire un article. Par la suite, je pense à quelqu'un de très précis en vous disant tout ça. Il est actuellement à la Fondation Cartier, Fabrice Hibert, qui est un artiste très important. Il est rentré à l'Académie des Beaux-Arts récemment, même si c'est pas, ça veut rien dire. Hein. Mais je dis toujours que je découvre rien. Je rencontre des situations. Je passe ma vie à circuler dans le monde de l'art. Quand les jeunes confrères ou consoeurs ou confrères, viennent, il y a un moment où, vous savez, on a un âge, vous rencontrez une jeune curatrice, comme on dit, ou une jeune commissaire d'expo, qui vous connaît, qui a vu tout ce que vous faites, et qui se demande, mais comment vous faites pour durer? Et je lui dis, il n'y a qu'un truc, hein. Vous voulez être dans ce monde de l'art, il faut aller vers lui. Personne ne vous attend, et tous les matins, personne ne m'attend. Donc j'y vais. Je vais à une porte ouverte de l'école des Beaux-Arts, je vais voir une exposition d'un collectif d'artistes à Amiens, je vais, voilà, je n'arrête pas. Et puis j'ai la chance de faire partie du jury, de faire partie, j'ai fait partie pendant 28 ans de jury d'acquisition d'œuvres d'art pour les institutions. J'ai dû faire acheter 500 œuvres. Donc voilà, c'est comme ça que je réponds à votre question. Je suis toujours curieux de voir. Alors, je reçois, vous l'imaginez bien, puisqu'on est dans des systèmes... Je ne suis pas vraiment sur les réseaux. Les gens pensent que j'y suis parce que j'ai un compte Instagram. Il paraît que j'ai un compte Facebook. Je n'ai jamais regardé Facebook, mais je sais que j'en ai un puisqu'on me signale. Mais je vire tout de suite. Je n'ai pas le temps. Twitter, je ne sais même plus. Mais
il y a des artistes qui m'envoient un petit mot, soit par mon blog aussi, et qui me dit, voilà, j'aime bien ce que vous faites, bon, évidemment. J'aime beaucoup comment vous écrivez, comment vous parlez de ceci, de cela, de la peinture, de la photo, de l'installation, de la vidéo. Et je dis, écoutez, moi, ok, je veux bien recevoir un dossier, mais je vous dirais franchement, ça me concerne pas, terminé. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, hein, mais je le fais volontiers. Oui. Ma question est la suivante. Vous avez une activité foisonnante oui. sur tous les sujets. Mais est-ce que vous-même, vous achetez des œuvres d'art? Est-ce que vous êtes collectionneur? Ah ben oui, je l'ai dit tout à l'heure. Oui. Ah oui. Ah, je suis accro. Oui. Oh, addictif. À la mesure de mes moyens. Je n'ai pas des moyens colossaux. Hein. J'achète jamais une œuvre, ou alors ça m'est arrivé d'acheter une œuvre à 5 000, 10 000 euros, ce qui n'est pas très cher pour une œuvre contemporaine. Ça dépend où on se met, hein, où on met le curseur. Mais pour vous dire, oui, j'achète, j'ai une collection qu'on a déjà montrée hein, en partie, au musée de Toulon, à Châtellerault, je ne sais plus exactement, là j'ai un trou. Donc j'achète, oui, je vais même vous dire, j'arrive à un certain âge où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Franchement, je suis vraiment entre les bouquins dont, par le métier, je reçois des exemplaires en permanence, et surtout quand j'étais dans la presse quotidienne, c'est 50 bouquins, et c'est pas des petits bouquins, hein, c'est les Citadelles Masno, c'est des beaux bouquins. J'ai une bibliothèque, j'ai 30 000 bouquins sans doute, mais j'en ai à la portée de main 5 000. Le reste, c'est dans une réserve. Donc oui, je collectionne énormément. J'ai une chance non négligeable, et même très importante, c'est que les artistes sont généreux. Surtout quand vous êtes en situation de commissaire d'expo. C'est-à-dire que vous leur apportez la possibilité de faire une expo. Ce qui est dans un lieu institutionnel. Thonon-les-Bains, c'est un espace municipal. Au Sable d'Olonne, c'est inscrit dans le cadre du musée de l'abbaye Sainte-Croix, qui est un très beau musée. Donc les artistes, quand je les appelle pour leur dire voilà, je suis en train de faire ma programmation, ce qui est arrivé avant-hier, ma programmation de Thonon-les-Bains, autour de un mot comme ça, mais bon, j'ai mis éloge de l'hybride. Donc c'est des travaux qui appellent différentes matérialités ou protocoles de travail. Ben voilà, je fais mon casting. Ah oui, tiens, il y a ça que j'avais vu. Ah, j'aimerais bien, là, par exemple, à Thonon-les-Bains, ce qui n'est pas totalement dans mon habitude, à l'été 24, parce que c'est la programmation 23-24, l'été, qui est le moment le plus fréquenté, pour un lieu qui est un centre d'art. Alors évidemment, Thonon-les-Bains, on est en face de la Suisse, et Thonon-les-Bains, il y a de la circulation. Mais l'expo qu'on a fait cet été avec le nommé Philippe Cognier, que je vais montrer au Mans là bientôt, on a fait 7500 visiteurs. C'est énorme. Donc voilà, on fait un travail. Alors en plus, à Thonon-les-Bains, il y a un maire. Déjà, le maire antérieur, c'est lui qui m'a permis de m'installer en quelque sorte à Thonon-les-Bains. C'est lui, pas lui-même qui est venu me chercher, mais quelqu'un, sa directrice des affaires culturelles. Mais il a fait un travail, voilà, on a fait un travail merveilleux. Et le nouveau maire, il est encore plus accro et demandeur. Donc c'est magnifique. Non, c'est assez grave. Moi, je vais vous dire, hein, c'est gracieux. Hein, des fois, je me dis, bon, ben, profite, c'est même pas le cas de profiter, c'est mon boulot, quoi. Puis j'essaye de le faire au mieux. François? Oui, l'intitulé que nous avons choisi, c'était donc critique d'art, un métier pour l'interrogation. Dans le mot, dans l'information critique, il y a la critique positive ou oui, bien sûr. négative. Bon. Or, tu nous as absolument pas parlé de critique négative, en revanche, de belles rencontres. Ah oui, d'accord. Est-ce qu'il y aurait une différence entre le critique littéraire, le critique cinématographique, qui lui peut éreinter un auteur, et le critique
critique d'art parce qu'on a l'impression que tu nages que dans la félicité. Je nage dans la félicité et je vais te répondre. Souvent, on dit de manière maladroite, il est journaliste, quand j'étais dans la presse. Non, j'ai jamais été journaliste, jamais eu ma carte de journaliste. J'ai ma carte de critique d'art, une association internationale des critiques d'art, ça c'est clair. J'ai fait des papiers qui n'étaient pas du tout plaisants, même sur des noms très connus. Je me souviens quand il y a eu l'exposition Sisley, Alfred Sisley, le peintre impressionniste, au Grand Palais, j'ai appelé mon papier « Impasse Sisley ». Bon. Bah oui, quand même. Ou bien, j'avais fait cet artiste que je ne supporte pas, qui s'appelle Botero, le sculpteur, et qui était sur les Champs-Élysées, et c'était dans la Croix. J'ai fait le papier « Botero pas beau ». Et puis, j'ai fait des papiers où, il n'y a pas encore très longtemps, dans une revue très pro, qui s'appelle Art Press, j'ai fait un papier où j'ai taxé la commissaire d'expo de mettre 40 noms dans son expo, c'est-à-dire de manquer totalement de discernement. Et je ne cesse de dire ça depuis quelque temps. Je suis terriblement inquiet et accablé par le fait qu'aujourd'hui, on va dire, l'esprit en général manque de discernement. Hein? Jeff Koons. Je ne sais plus où est-ce que je suis passé devant Jeff Koons avant-hier, parce que j'allais à l'Orangerie. Moi, je vais vous dire, non, ça ne m'intéresse pas. Donc voilà, ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas si ça tiendra le coup. C'est un artiste qui a une culture incroyable. Moi, je l'ai vu au Collège de France faire une communication. J'ai baissé les bras. Alors évidemment, il est dans un modèle qui est celui d'aujourd'hui et qui est celui des réseaux, de la production en nombre, d'avoir un atelier avec 50 personnes, etc. Oui, mais et Rubens? Il n'avait pas beaucoup de monde à l'atelier? Et les chambres de Raphaël? Vous savez combien de surface a peint Raphaël? 30%. Parce que finalement, et il avait raison, la pittura è cosa mentale. La peinture, c'est une chose mentale. C'est pas une production organique. C'est là que ça se passe. Et malheureusement, il me semble qu'on ne fait rien pour instruire, on va dire la jeunesse, mais j'aime pas ça, j'ai l'impression d'avoir 98 ans, mais disons tout simplement de faire une éducation artistique. Je vous citais tout à l'heure la parole de Maurice Denis. Un tableau, oui, c'est une surface recouverte de couleurs en un certain ordre assemblé, d'abord et avant tout. Après, c'est éventuellement, chacun va y mettre son truc. Est-ce que vous avez publié la correspondance que vous avez recueillie? Non. Pardon, Et pourquoi? J'ai beaucoup de travail devant moi, en dehors de toutes les expos que j'ai à faire, mais au niveau publication. La première peut-être, je vois que le temps avance tellement que je ne sais même pas, j'aimerais beaucoup en 25, c'est demain matin, hein, j'aimerais beaucoup en 25 publier, c'est-à-dire arrêter de faire des recherches pour le catalogue raisonné des œuvres de Blanche-Hoche des Monet, qui est un travail que je fais tout le temps, sans que ce soit tout le temps. Mais voilà, dès que je trouve un truc, toc, je l'imprime ou bien je le stocke dans un dossier, je le mets là, et le moment... Récemment, j'ai revu tout le catalogue dans les trains, parce que je voyage beaucoup en train, et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce que je suis assez lucide, on n'est pas éternel, donc c'est pas sûr aussi que j'aurai toute l'énergie, la tête, l'envie, etc. Donc il faudrait peut-être que je
que je tarde pas trop à le faire. D'autant plus qu'il faut se mettre dans la tête qu'un catalogue raisonné, c'est jamais fini. Ça, c'est clair. Sans cesse, il va y avoir, surtout pour des artistes comme Blanche, qui n'a pas une grosse carrière, donc il n'y a pas beaucoup de documentation. Mais on peut en retrouver. Donc ça, c'est une chose. Toutes mes archives épistolaires. Je crois que ça fait bien presque 50 ans que j'ai décidé, 83, donc oui, enfin bon, 40 dans ce cas-là, mais en fait, je travaillais déjà dessus. J'ai annoncé en 83 que deux livres viendraient. Monet et Venise, il est venu en 86, et Monet au quotidien. Et qu'est-ce que c'est Monet au quotidien? C'est toutes mes archives, épistolaires et photographiques, dans l'unité d'un même ouvrage. Mais évidemment, avec un appareil critique. Et ça, c'est un truc à se tirer une balle dans la tête. Parce que pour arriver à retrouver exactement qu'est-ce qu'elle veut dire de cette personne qui est venue chez Monet, qui semble importante, mais elle n'en dit pas plus, d'autant plus qu'il n'y a pas toujours la date de la lettre. Donc j'ai déjà fait un énorme travail à plusieurs reprises de transcription de toutes les lettres. Ça a commencé à la main, ensuite c'était à la machine à écrire, et puis maintenant c'est dans l'ordinateur, ce qui est très bien, parce que par exemple, je me souviens d'un conservateur qui prépare une expo sur Renoir, qui m'appelle d'Orsay, et qui me dit « Est-ce que tu as des éléments sur Renoir dans les relations avec Monet ?» Je lui dis « Écoute, pas difficile, j'ouvre l'ordi, je fais entrée Renoir, et puis on a toutes les entrées. Aujourd'hui, c'est agréable. » Donc voilà, c'est un travail d'années, parce que je suis un peu pointilleux, que j'adore faire de la recherche, mais à côté de ça, il faut que je fasse une conférence, avant-hier, j'étais au golf de Saint-Cloud, où j'ai fait une conférence sur impression soleil levant, voilà, c'est tout à l'avenant, tout le temps, mais c'est passionnant. Hein. Vous l'envisagez pour quand, cet ouvrage? Alors, pardon, je n'ai pas répondu. Je l'envisage assez logiquement pour 26, c'est-à-dire 100e anniversaire de la mort de Monet. J'aimerais vraiment le sortir là. Mais bon. Puis j'ai un projet de film, parce que j'aimerais bien refaire un film, ça me ronge un peu. En plus, j'ai une boîte de prod qui est venue il y a une semaine me chercher pour... Ils me disent, on veut faire un film sur Blanche Hochdé. Je dis, ah bon, ça c'est assez inattendu. Donc, c'est pas moi qui serai le réalisateur, mais je peux les accompagner comme conseiller scientifique. Donc voilà, tout ça, quoi. Tout ça. Merci beaucoup de votre écoute, et puis... Oui, pardon. Vous avez parlé des archives de la famille Hochdé et Monet. Vous en avez conservé une partie, vous avez mis en dépôt? Ah non, j'ai toutes les archives, c'est chez moi. Est-ce qu'il y a, par hasard, dans ces archives, une correspondance avec Marcel Proust? Non. Rien? Rien du tout. Non, parce que les archives que Monet est un des modèles d'Elstir. Oui. Et Hochdé aurait pu être en contact. Oui. Non. Toutes les archives que j'ai sont les lettres d'Alice, mon arrière-grand-mère, devenue la femme de Monet, à ma grand-mère, à ma mère quand elle grandit, puisqu'elle était née en 1903. Pas avec un milieu littéraire ou artistique, spécialement. Non, elles existent. Il y a eu des fonds, mais moi, je n'ai pas ça. Les correspondances de Monet sont... Il y a la fondation Wittgenstein. Voilà. Et la fondation Claude Monet à Marmottan. Là, vous avez des... D'ailleurs, on a des éléments communs en photo, par exemple. Donc moi, j'ai plus quelque chose qui est sur comme je le dis, Monet au quotidien. D'où le titre du bouquin. Voilà, merci beaucoup.